Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par le Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum lancé par le Centre international pour les journalistes ICFJ qui est basé à Washington. Comment optimiser votre chance de remporter un concours en journalisme? C'est le thème de notre rencontre. Nous sommes là pour en discuter, pour partager les conseils qui peuvent vous aider à gagner un prix en journalisme. Mais il faut noter tout de suite que même s'il est écrit dans le thème comment augmenter ses chances en journalisme, remporter un concours n'est pas vraiment une affaire de chance, mais de compétences, d'originalité et d'un travail de qualité. La raison pour laquelle nous organisons ce webinaire, c'est pour aider les journalistes à mettre tous les atouts de leur côté lorsqu'ils participent à des compétitions. Nous avons remarqué qu'il existe actuellement de nombreux concours, de bourses de reportage, de voyages et des formations qui sont disponibles pour les journalistes et notre souhait est que vous puissiez gagner l'un de ces concours ou de ces compétitions qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que c'est un moyen efficace de vous démarquer, de vous faire connaître dans votre pays et au-delà des frontières nationales. Les concours enrichissent votre CV. C'est aussi un excellent moyen de faire avancer votre carrière, de décrocher de nouveaux contrats et parfois même de recevoir des subventions pour financer vos reportages ou vos enquêtes. Nous avons avec nous des intervenants de qualité qui vont vous en dire plus, qui sont journalistes et lauréats de plusieurs compétitions journalistiques sur le plan national et international. Ils nous font l'honneur de participer à ce webinaire pour nous livrer quelques clés ou, entre parenthèses, quelques secrets. N'est-ce pas, Hélène? Oui, merci, Balao. Bonjour à tout le monde, à tous les confrères qui nous suivent en ce moment. Et je suis Hélène Dubidi, journaliste au Togo. Je dirige le site togotopnews.com dont je suis la promotrice et je suis lauréate de plusieurs prix au niveau national et international. Donc, c'est avec un grand plaisir que je partage ce panel avec mes confrères, mon confrère doyen, M. Didier, et ma consoeur Matt, que je connaissais depuis. Et voilà. Merci beaucoup, chère consoeur Hélène Doubidi. La présentation a déjà été faite. Je rappelle qu'elle est également la fondatrice et la directrice du web magazine Togo Top News. Et comme elle a mentionné, elle est lauréate de plusieurs prix. Elle a remporté notamment le Kavli Prize Competition de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques à Oslo et aussi le Grand Prix régional du journalisme sensible aux gens avec sa collègue Marc. Nous allons en reparler au cours de cette session. Notre second invité est M. Didier Hubert Madafim, qui a exercé près de 3 décennies le métier de journalisme. Son premier prix remonte en 1998, le prix de la meilleure émission radiophonique sur l'environnement organisé par le PACI, qui est le programme d'assistance à la communication pour la protection de l'environnement. Et il a décroché ensuite en 2006 le prix du meilleur journaliste d'investigation décerné par Transparency International Bénin. Il a également été lauréat en 2009 de la première édition du concours des meilleures productions des journalistes sur l'eau, l'assainissement et l'agir. Et lauréat en 2012 du prix Média Ozone organisé par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Madafim a été chef desk environnement et santé chez l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, le RTB, durant 20 ans. Il est aujourd'hui consultant et formateur. Bonjour, monsieur Madafim. Le micro n'est pas activé. Bonjour, monsieur Madafim. Je pense que c'est un petit souci de micro. Voilà, il est là. C'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Je vous entends parfaitement bien. Comment vous allez? Oui, ça va. Je salue Matt, je salue Hélène.
Monsieur Kossi a parlé tout à l'heure de la visibilité que peut offrir un concours à un journaliste qu'il a gagné. Moi, je voudrais parler de mon expérience tout de suite. J'ai gagné, comme tu l'as rappelé, en 98, le prix de la meilleure émission radiophonique. Bon, c'était ma première fois. J'étais à 48 000 francs CFA le mois. Et puis, le jour où j'ai gagné le concours, on m'a remis un chèque de 500 000 francs. Donc, ça apporte aussi de l'argent. Et tout ce que j'ai fait, la plupart de ce que j'ai fait dans ma carrière comme investissement, c'est parti de ces fruits qui sont liés à ces concours-là. Donc, ça n'apporte pas que seulement de la visibilité. Vous pouvez avoir de temps en temps de l'argent, surtout dans un métier en Afrique qui ne paye pas forcément. Voilà ce que je veux dire avant de commencer ce webinaire. Et je te remercie de m'avoir associé à cette initiative. C'est un honneur pour nous de vous avoir, M. Madafi. Mais avant de présenter la collègue Marc, je voudrais vous poser cette question de savoir, est-ce que ce prix était une surprise pour vous, bien vous saviez à l'époque que vous alliez le remporter? Non, je ne savais pas que... j'ai appris qu'il y a un concours du genre, un ami m'a informé. Et puis, j'avais déjà fait des productions. Par exemple, la production qui a gagné le prix, c'est sur l'impact du coton, de la production du coton sur l'environnement et sur la santé. Donc, j'avais déposé mon dossier comme tout le monde et le PASSIF a organisé une grande cérémonie. C'était la salle rouge du palais des congrès était remplie. Et puis, j'étais là, assis à regarder défiler ceux qui ont gagné en télévision, en presse écrite. Et puis, quand c'est arrivé le tour de la radio, au premier prix d'idée, j'ai sauté. Je ne savais pas. Ça a été une grosse surprise. Et puis, à partir de là, je me suis dit, mais si je pouvais avoir de l'argent comme ça, il vaut mieux continuer par faire des productions. Voilà. Monsieur Madafi, j'ai préparé une question pour vous qui, justement, veut savoir si la motivation derrière les compétitions journalistiques doit être de l'argent. Mais nous allons revenir. Nous avons également une troisième panéliste, Madame Marc Akissi. Elle est également lauréate de plusieurs prix et parmi ses plus belles récompenses, le prix régional journalisme sensible aux gens, catégorie radio, obtenu en 2020 au Sénégal. Elle est journaliste, reporter et présentatrice à la radio Côte d'Ivoire du groupe Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Bonjour, Madame Akissi. Bonjour Kossi, bonjour Hélène, bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai oublié le nom déjà, qui a remporté le prix. Alors bonjour Kossi, je suis très heureuse de prendre part à ce webinaire. Je suis très contente aussi de revoir ma consoeur et co-épouse Hélène, avec qui j'ai partagé de très bons moments au Sénégal, à Sali, avec la récompense qu'on a reçue, le Grand Prix régional Madame journalisme. Madame Marc, vous avez presque dévancé ma question. Sinon, j'étais sur le point de vous demander quel est le plus beau souvenir que vous gardez de ce concours-là au Sénégal. Le plus beau souvenir, je dirais que tout ce qui s'est passé au Sénégal n'était que beau en fait, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même des confrères, consoeurs très, très, très dynamiques et très chaleureux, très sympas, à savoir Hélène qui a remporté le prix catégorie presse en ligne, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le prix est organisé par l'Institut Panenche Ouest Afrique. Donc, c'était plusieurs candidatures qui ont été posées et proposées, et ben voilà, on a eu la chance d'obtenir dans la catégorie radio ce prix. Alors, c'était un très beau souvenir de partager vraiment ce moment agréable avec les confrères, le confrère du Mali et puis la consoeur du Burkina et Hélène qui est également la consoeur du Togo. Je rappelle aux participants
que vous avez la possibilité de vous poser vos questions. Si vous suivez le webinaire en direct dans notre groupe privé sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo, mais si vous nous suivez directement via Zoom, vous pouvez aussi poser vos questions dans la boîte de discussion ou la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. La première question s'adresse à Madame Doubidji. En 5 ans, vous avez eu 8 prix et nominations. Mais dites-nous, lequel en fait de ces prix vous a particulièrement rendu fier en fait? Lequel était pour vous un vrai challenge, un défi à relever? Oui, en 5 ans, j'ai eu 8 prix et nominations. Je pense que ces prix ont des particularités les uns après les autres. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai gagné au Togo, lauréat du journalisme d'impact au Togo. C'était en 2018, je pense. C'était la première édition. Cela m'a tellement marqué parce que je suis à la base une journaliste formée sur l'État. Et quand j'étais étudiante et que j'ai entendu parler de l'École supérieure de journalisme de Lille, j'avais eu tout de suite envie d'y aller. Mais mes moyens étaient tellement limités. Et puis, je me disais, par quel miracle, une fille d'un enseignant togolais peut aller faire une étude à l'École supérieure de journalisme de Lille. J'avais chassé des opportunités dans ce sens-là, ça n'avait pas marché. Et du coup, ironie du sort, j'ai participé à ce concours-là. Et ma ristourne, c'était d'aller faire un perfectionnement à l'ESJ. Donc, c'était vraiment un beau rêve qui était devenu réalité. Et c'est ce prix-là qui m'a le plus marqué à 25%. L'article avec lequel vous avez remporté cette compétition, en fait, est-ce que vous saviez en écrivant ce papier qu'il était destiné à un concours ou c'était un papier que vous avez réalisé et qu'après, lorsque vous avez appris l'annonce de ce concours, vous avez soumissionné? Ok, merci pour cette question. D'entrée de jeu, je voudrais faire souligner qu'on n'écrit pas en fait pour gagner un prix. On écrit parce qu'on veut informer, on veut sensibiliser sur une question donnée. Et quand un concours vient et que peut-être tu as des articles qui sont dans la thématique, tu profites pour postuler parce que derrière les prix, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'avantages. Du coup, tous mes articles qui ont gagné des prix, Le son est inaudible. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? On ne vous entend pas. Non, il y a un petit décalage. Ça fait un peu du bruit derrière. De le faire avec le micro de Allô? Ça va? Oui, maintenant c'est parfait, c'est bon. Ça peut aller? Oui, maintenant c'est bon. Ok, j'étais où je disais qu'on ne fait pas des productions pour gagner des prix. Il faut d'abord être passionné, il faut d'abord être intéressé par des sujets d'intérêt général et faire des productions, des contenus de terrain
Et si un prix vient et que le sujet que vous avez traité répond aux critères, là, vous soumettez. Donc, tous les prix que j'ai eu à gagner, ce ne sont pas des sujets, ce ne sont pas avec des sujets prémédités ou bien ce ne sont pas des articles que j'avais écrits pour ces concours-là. Vous allez même remarquer que pour la plupart des concours, on demande de postuler avec des sujets qui ont été précédemment écrits. Donc, c'est en gros ce que je peux dire par rapport à cela. Sinon, on n'attend pas les concours avant de commencer par faire des productions. Et si je veux même partager une petite anecdote par rapport au prix que j'ai remporté avec Marthe, et ce sujet-là, je l'avais détecté quand j'étais à un atelier de renforcement de capacité des journalistes à l'intérieur du pays, dans une ville au Togo qui s'appelle Palimé. Arrivé sur les lieux, j'ai fait appel à un confrère qui travaille là-bas. Je lui ai demandé quels sont des problèmes dans la localité pour que je puisse faire un reportage. Et il m'a donné un tas de sujets. Et là, je lui ai dit que je suis intéressée par cette question-là. Et après, je suis retournée, etc., etc. Donc, j'ai fini l'article, j'ai publié. Et 2 semaines exactement après, un confrère m'a envoyé l'appel à candidature sur le prix Grand Journalisme et sensible aux gens. Et là, j'ai dit au confrère en même temps que je vais gagner à ce prix-là parce que j'avais un article que j'ai publié il y a seulement quelques semaines qui répond exactement aux critères. Voilà un peu ce que je peux dire. Madame Akissi, quelle est la chose la plus importante qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on participe à une compétition journalistique? Merci beaucoup aussi. Alors, ce qu'on peut garder à l'esprit lorsqu'on participe à un prix ou concours journalistique, c'est bien peut-être l'originalité qu'on a pu faire sortir dans sa production. Comme Hélène l'a dit, on ne produit pas en fait pour un prix ni un concours. On produit pour l'intérêt général, on produit pour ses auditeurs, en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, si on veut dénoncer ou encore si on veut relever une innovation dans une localité. C'est pour cela qu'on produit. Et c'est à la suite de cela, à la suite des productions, peut-être qu'on peut voir à travers les concours qui sont lancés ou les prix qui sont lancés si effectivement on répond à ces critères. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'originalité. Est-ce que ce que je produis est du déjà vu ou du déjà entendu? Si oui, alors peut-être que ça ne sera pas forcément, ça ne sera pas forcément le choix des jurys. Donc, il faut surtout miser sur l'originalité, ce qui peut apporter soit une solution à un problème ou peut relever un problème voilà, qui se trouve dans une localité ou bien sur le plan national. Donc, pour moi, l'originalité compte beaucoup. La même question à vous, Monsieur Madapim. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on passe un concours? Monsieur Madapim. Oui, vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Oui, comme Matt l'a dit, il y a l'originalité, il y a aussi l'utilisation des données et des statistiques. En fait, comme les deux consoeurs l'ont dit, en tant que surtout journaliste de la radio, tout ce qu'il a à faire, c'est de faire des productions pour informer, pour dénoncer, surtout quand on est un spécialiste d'une question. Moi, pendant 20 ans, je n'ai fait que l'environnement, le développement durable, le changement climatique. Donc, je produis beaucoup. Je suis même responsable d'une émission que j'ai dirigée pendant 20 ans, qu'on appelle Tête d'ici d'ailleurs. Donc, tous les mardis, il y a un magazine ou un reportage sur un sujet qui a trait à l'environnement, au développement durable et au changement climatique. Donc, on produit régulièrement
quand on est journaliste, surtout de la radio. Mais il arrive des fois où il y a des concours qui arrivent avec leur thématique. Par exemple, le concours de l'ozone. Moi, je n'ai jamais produit des émissions ou de reportages sur la question d'ozone. Il s'est trouvé que quand le concours était lancé à Nairobi, il y avait le point focal ozone au Bénin qui était là. Et dès qu'il est arrivé, il m'a informé de ce concours. Et j'ai demandé des informations. Qu'est-ce qu'on n'attend pas ozone? Quelles sont les spécificités, les problèmes autour de l'ozone? Et il m'a, pendant 1 heure, il m'a briefé, il m'a expliqué la lutte contre l'utilisation des substances approvisionnant la couche d'ozone et tout ça. Et puis, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, je peux postuler à ce concours en travaillant sur le réfrigérateur. Et parce que le réfrigérateur, à l'époque, utilisait le R12, qui est un gaz qui fait fonctionner le réfrigérateur, mais qui apparemment, s'il est sorti de son circuit, peut causer des problèmes à l'ozone. Donc, le titre de ma production, c'est le réfrigérateur, un bien qui peut apporter le mal. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas toujours des productions faites avant qui peuvent vous aider à garder un concours. Il y a des concours qui arrivent avec leur thématique. Il s'agit tout simplement de trouver l'angle du traitement, le traitement qui met en valeur le sujet et vous pouvez avoir la chance de gagner ce concours. Voilà. Monsieur Madafim, en 2011, vous êtes arrivé en seconde position à l'édition 2011 justement de ce concours. Mais apparemment, vous n'étiez pas très satisfait. Vous êtes revenu à la seconde édition, l'édition 2012, pour finalement décrocher le premier prix. Qu'est-ce que vous avez amélioré au cours de la seconde phase? Non, en fait, le prix m'a été remis à Bangui. Et celle qui a été la première, Lynn Batongue du Cameroun, et tout le monde n'avait Dieu que pour elle. Donc, moi, j'ai gagné le second prix. Mais personne ne s'intéressait à moi. Donc, j'ai été un peu vexé par le fait que l'attention a été... Vous parliez de la qualité, en fait, de son article, de son reportage. Non seulement de la qualité de son reportage, mais tout, comme elle est une femme et qu'elle est arrivée première, toute l'attention était portée sur elle. Moi, je prenais le bus et il y a une voiture qui venait la chercher et tout. Et je me suis dit, mais bon, comme chaque année, si le concours pouvait être lancé chaque année, je vais tenter de la décrocher de cette position. Et heureusement, l'année qui a suivi, le concours est revenu et j'ai postulé et j'ai eu le premier prix. Voilà, c'est un peu un sentiment d'infériorité qui m'a poussé à aller à ce deuxième concours. C'était pas que je n'avais pas fait chose. J'étais heureux déjà d'être parti à Bangui et puis d'avoir reçu 500 000 francs. Elle a eu plus d'argent que moi, mais bon. Mais le fait que toute l'attention était portée sur elle, je me suis dit, mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Voilà, c'est en fait l'ego du garçon qui a été touché. C'est tout. Madame Hélène, dites-nous, vous avez aussi plein d'anecdotes à raconter, mais je dirais, quels sont les aspects sur lesquels les jurés sont plus regardants? Je pense qu'au-delà de l'originalité du sujet, il faudrait aussi la diversité des sources. C'est très, très, très important. Si vous avez un reportage à faire, il faut en amont faire un travail préparatoire. C'est-à-dire, vous identifiez toutes les sources possibles pour ce reportage-là. Je donne un exemple. Je m'en vais traiter un sujet sur
les conséquences de la drogue en milieu scolaire, par exemple. J'ai identifié des personnes, des élèves qui s'adonnent à ce fléau-là et après les avoir interviewés, je ne commence pas tout de suite par rédiger mon reportage. Ce sera juste une compilation de témoignages. Outre ces témoignages-là, je m'avais interviewé peut-être le ministre de l'Éducation. Je vais m'intéresser au directeur régional de l'enseignement. Il y a aussi les parents qui vont intervenir. Il y a des enseignants. Il y a peut-être même les élèves qui ne s'y adonnent pas, qui vont me dire pourquoi ils ne le font pas. Il y a des scientifiques qui vont intervenir. Il y a des agents de la santé que je dois interviewer, etc., etc. Donc, il faut vraiment recouper des informations. C'est très, très, très important. Encore que dans l'écrit, un reportage, c'est un art, c'est tout un art. Et ce n'est pas anodin quand on demande souvent avec quelqu'un a écrit dans les commentaires qui voudrait savoir si avec les comptes rendus, on peut gagner des prix. On ne gagne pas des prix avec des comptes rendus d'activité. On ne gagne pas des prix avec le traitement d'un communiqué de presse ou des actifs factuels. Non, c'est des reportages. Le genre journalistique qui a le plus demandé, c'est le reportage. Pour la simple raison que le reportage, c'est un genre de haut niveau qui est en fait le regroupement de tous les autres genres. Le portrait, l'interview, l'analyse, etc. Donc, il faut maîtriser l'art du reportage. C'est très, très, très important. Et dans l'écrit, le reportage a différentes parties. Il y a le chapeau, il y a l'accroche, il y a le corps même de l'article, il y a la chute. Et toutes ces parties sont très, très importantes dans l'article que vous voulez faire en fait. C'est un peu ce que j'ai à ajouter. Et puis, il faudrait aussi savoir que lorsque vous voulez faire un reportage, il faut mettre en alerte tous vos sens. Il faut voir, il faut écouter, il faut sentir. Je suis allée sur la côte pour faire un reportage sur l'océan, sur l'érosion côtière par exemple. J'ai interviewé un vieux et il est habillé en rayon, il pleurait avant de me parler, il est rastaman. Je décris tout cela dans mon reportage. Et c'est ça qui rend intéressant l'article en fait. Merci. Madame Akissi, est-ce qu'à la radio aussi, on fait intervenir tous ces détails mentionnés par votre collègue Bien sûr qu'aussi. En fait, en radio, puisqu'on ne voit pas. Donc, c'est normal ou encore, je dirais, obligatoire de faire ressentir ce que vous avez vu et que vous racontez aux auditeurs. Alors, pour rejoindre un peu Hélène, en audiovisuel, on parle de séquencier en fait. Séquencier, c'est-à-dire, il faut savoir l'ossature un peu de votre production. En fonction du sujet que vous avez identifié, comment est-ce que vous comptez l'histoire, voilà, ou encore par où vous commencez l'enchaînement de vos séquences, dans l'enchaînement des différentes parties, à commencer par le lead jusqu'au corps du texte, pour parler en presse imprimée, mais en radio, on parle plutôt de séquencier. Donc, quand vous arrivez sur le terrain, diversifiez effectivement les sources. Sinon, ce sera, on va dire, un enchaînement assez plat de témoignages. Donc, il faut faire appel à des experts, être indépendant aussi en fonction du sujet, pour ne pas que votre sujet soit biaisé. En radio, ce qui fait la particularité, c'est le son. C'est le son. Donc, comment transposer en fait ce que vous avez vu en images je dirais, dans la tête des auditeurs. Et c'est là la difficulté. Parce qu'une minute en radio peut être ennuyeux, très ennuyeux d'ailleurs. Imaginez-vous qu'on doit faire un reportage de 15 minutes en radio. Alors que déjà, quand vous écoutez 1 à 2 minutes, on se dit, ben voilà, on est un peu ennuyeux, on est un peu fatigué, on est pressé à zapper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En radio, il faut faire intervenir tout ce qui est bruitage. Donc, faire vivre les auditeurs, tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez sur le terrain.
Si vous réalisez un reportage sur les transports, il faudrait que dans votre reportage, on sente le bruitage, voilà, des transporteurs, de bruit de véhicules, les klaxons et tout. Vous voyez que ça fait éviter en fait l'ennui. Donc, c'est tout cela qu'on concorde et ben voilà, ça donne quelque chose de potable. Comme je l'ai dit, la difficulté en radio, c'est qu'on ne peut pas revenir encore écouter, c'est pas possible. En presse imprimée ou en presse écrite, c'est plus facile parce que là, même si on lit qu'on n'a pas entendu, on revient encore, on a l'occasion de revenir lire pour voir si effectivement on a bien suivi. Alors qu'en radio, une fois que voilà, le son est passé, c'est passé, c'est passé. Et ben voilà, c'est ça aussi qui fait la particularité pardon, de la radio. On n'y peut rien. On essaie de s'adapter. Le reportage, Hélène l'a dit, le reportage, en fait, c'est de décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Voilà, c'est toute cette description-là. C'est en fait de montrer, donc de montrer aux auditeurs ce que nous, on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a recueilli comme information. Voilà. Et il y a aussi l'enquête qui est un autre grand genre. L'enquête, bon, un peu plus compliquée parce que ça prend beaucoup de temps. On n'en fait pas trop, mais le reportage, c'est ce qui est plus prisé pour les prix et concours. Mais dans d'autres prix et concours, on demande aussi des enquêtes qui peuvent prendre pratiquement 1 an ou 7 mois en fonction du sujet que vous menez et en fonction aussi de la disponibilité des personnes ressources. Madame Akissi, vous avez remporté le prix spécial Bolloré Logistique qui distingue le meilleur journaliste dans la catégorie des transports. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans la réalisation de l'article qui vous a permis de décrocher ce prix? Ok. D'abord, le reportage était intitulé « Les accidents de route, c'est permis de conduire qui tue ». Donc, imaginez-vous qu'il fallait vraiment rentrer dans un réseau d'obtention frauduleuse de permis de conduire. Parce que des années longtemps, voilà, tout le monde avait le permis, mais une des difficultés ou une des raisons des accidents de route en Côte d'Ivoire, il y a l'obtention frauduleuse de permis. Il y a des personnes voilà, qui ne font pas, qui ne passent pas normalement correctement le permis, mais qui ont le permis et qui ne maîtrisent même pas les codes de la route. Du coup, il fallait rentrer dans ce réseau-là, voir est-ce que ça continue cette pratique-là. Ensuite, il fallait trouver aussi un témoin, donc une personne qui a été victime d'accident de route, prête à témoigner, parce que c'est pas facile. On est victime, voilà, si on n'a pas perdu la vie, forcément on a perdu des membres et tout, est-ce qu'on a le courage de témoigner? Donc, deuxième difficulté. Et je pense qu'avec les recherches et tout, j'ai pu trouver d'abord un témoin qui est une dame qui, depuis 2011, a été victime d'accident de circulation qui l'a rendue tétraplégique, donc paralysée du haut jusqu'en bas. Imaginez-vous, 2011, nous sommes à 2021, où je réalisais le reportage. Pratiquement 10 ans, elle ne s'est pas encore retrouvée. Elle est emprisonnée dans son corps, alors que et le chauffeur et son apprenti, puisque c'était un véhicule de transport en commun qu'on appelle chez nous ici en Côte d'Ivoire les GACA. Donc, le chauffeur et son apprenti sont en liberté. Elle est emprisonnée dans son corps. Donc, l'affaire est restée comme ça. Et ben voilà, elle arrive, sa vie a été bouleversée alors qu'elle était étudiante. Elle a arrêté les cours, personne pour prendre soin d'elle et tout. Imaginez-vous les dépenses et tout ça. Donc, c'est son témoignage, en fait, que j'ai recueilli. Et je suis allée, en plus de cela, sur le terrain, là où se passent les permis de conduire en quelque sorte avec les auto-écoles. Parce qu'en son temps, le ministère des Transports avait mis fin aux fonctions des inspecteurs comment on les appelle là, des auto-écoles. Parce qu'ils avaient constaté effectivement qu'il y avait de la fraude et tout. Du coup, c'était les gendarmes qui s'en occupaient. Et moi, je suis allée dans un endroit qui était réputé pour ses cours de code et de conduite aussi faciles. Et je me suis fait passer pour une cliente pour voir effectivement si on allait me demander voilà, de payer de l'argent et tout. Et j'ai pu infiltrer en quelque sorte le réseau et j'ai pu faire ressortir effectivement qu'avant, on payait
on payait une somme assez colossale quand même pour obtenir des transports. Le permis, pardon, c'est-à-dire vous payez quelque chose et puis vous êtes passé à la maison et voilà, votre permis vous est donné. Mais avec la décision du ministère des Transports, les gendarmes qui étaient sur terrain et tout, c'était compliqué. Donc, avec les explications et les témoignages de ceux qui s'en occupaient, j'ai pu faire vraiment un reportage qui, je pense bien, a pu attirer, retenir l'attention des jurys et qui m'a valu ce prix Bolloré, promotion des transports. Félicitations pour ce prix, Madame Akissi. Monsieur Madafim, dites-nous, est-ce que le média pour lequel on travaille est un facteur de réussite? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que avant d'arriver à la radio, j'ai fait quelques années à la presse écrite. J'ai été même rédacteur en chef de 2 journaux. Et puis à la radio, je marchais sur les plates-bandes des collègues de la télévision de temps en temps, ou un documentaire ou autre. Donc, je connais les 3 médias, les médias traditionnels. Et j'avoue que la radio est le média le plus difficile parce que là, il faut décrire et ne peut le faire pas n'importe qui. Il faut avoir la capacité. C'est là où c'est plus compliqué de travailler à la radio. Il faut avoir la capacité de décrire ce qu'on veut offrir à l'auditeur parce que l'auditeur n'est pas là. C'est le journaliste qui remplace l'auditeur en lui offrant toutes les possibilités d'écoute par rapport à un sujet donné. Bon, le média, vous savez, quand vous prenez la presse écrite, c'est pas tout le monde qui achète un journal. C'est plus compliqué. La radio, je crois que c'est le média le plus, j'ai dit tout à l'heure le plus difficile, mais le plus facile, puisque tout le monde a une radio. Tout le monde a une radio. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que quand vous regardez sur les téléphones portables, il y a la radio. Donc, quand les gens aiment une station, c'est plus facile de l'écouter partout. Vous pouvez être sur votre femme en train d'écouter, vous m'excusez le terme, vous pouvez être sur votre femme en train d'écouter la radio. Donc, la radio est plus flexible, plus facile à écouter. Vous ne pouvez pas déplacer une télévision. La presse écrite, les journaux, vous ne pouvez les lire qu'en étant assis quelque part. Mais la radio, c'est même dans votre voiture, vous avez la radio. Donc, ce média-là est quand même un média qui compte beaucoup lorsqu'on veut participer à un concours de journalistes. Donc, c'est un média, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde arrive là parce que c'est une question de choix. Mais je pense que la radio est le média le plus flexible. Le paysan à la radio, il suffit seulement que vous parlez sa langue et il écoute. Dans son champ, il a la radio accrochée à un arbre et tout. Sur son vélo, il y a la radio. Donc, j'imagine que le média qui est fait pour des gens de concours, pour sensibiliser et autres, c'est la radio. Une autre question pour vous, c'est de savoir, vous avez dit au début de ce webinaire que vous avez remporté votre premier prix en 98, qu'un montant vous a été accordé. Et c'est vrai que pour les motivations pour passer un concours sont plurielles. On peut choisir de passer un concours pour gagner, soit gagner de l'argent, soit être récompensé pour son travail, soit gagner une bourse de voyage pour couvrir un reportage ou participer à une conférence à l'étranger. Mais pour vous, en fait, pour les confrères, les jeunes qui nous suivent, qu'est-ce qui doit être la vraie motivation derrière? Tout ce que vous avez cité, M. Kossi, tout ça là se tient. Hein? Parce que au-delà de toute cette participation, parce que c'est un investissement que le journaliste fait lorsqu'il veut participer à un concours. Par exemple, moi, le concours Ozone, j'ai fait près de 100 km pour aller voir un artisan de foyer de climatisation. C'est de l'argent que j'ai dépensé. Et il y a beaucoup de choses qui passent quand on participe à un concours. Donc, l'un dans l'autre, on a envie d'avoir un retour. Soit c'est l'argent, soit c'est un voyage et tout. Bon,
Et, en fait, l'un entraîne l'autre. Hein. Moi, j'ai fait des reportages. Et mon premier atelier à l'extérieur, c'était à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est à partir d'un reportage que j'ai été identifié pour aller à Cape Town, en Afrique du Sud, pour faire une formation sur le journalisme environnemental. Donc, chaque fois qu'un journaliste participe à un concours, il a envie d'avoir tout ce dont vous avez parlé. L'argent, enfin, je le disais au début, le journaliste en Afrique, c'est pas le mieux loti dans une société. Donc, quand l'argent arrive, ça vous permet de respirer. On n'a pas la possibilité d'avoir accès rapidement à l'argent. Nous sommes dans une société où vous êtes journaliste, vous avez envie d'avoir une voiture, vous avez envie d'avoir une maison. Vous n'êtes pas politicien pour avoir l'argent à travers les bisbis des politiciens. Donc, quand ça arrive, ça vous permet de vous réaliser aussi et d'être au sein de la société, des personnes respectables, parce qu'on a l'honneur, on dit, ah, c'est tel journaliste, vous avez une belle voix, vous avez ceci, mais ça ne s'arrête pas là. Derrière, il y a beaucoup de choses qu'il faut. Il y a nos enfants aussi à éduquer, tout ça là, c'est l'argent. Donc, moi, je pense que la première chose qui m'a guidé dans ce choix, c'est faire un concours et gagner le concours, et pas dessus tout, si le concours peut me rapporter de l'argent, je prends, hein. En fait, c'est ça. Le prix que j'ai reçu au siège du programme des Nations Unies à Nairobi, c'est 1 500 €. C'est quand même quelque chose. Dans un pays comme le Bénin, c'est quand même de l'argent. On peut trouver rapidement une parcelle avec ça. donc, en fait, moi, ça a été tout le temps ma motivation. Madame Hélène, vous avez remporté plusieurs concours et vous serez d'avis avec moi que tous les concours ne sont pas forcément les mêmes en fait. Ils ne se ressemblent pas forcément. Chaque concours a sa particularité, chaque concours a ses exigences, mais lorsqu'on veut passer un concours, par exemple, comment le journaliste peut être sûr de mettre tous les atouts à son côté? Qu'est-ce qu'il faut regarder en fait? Comment ma question, c'est de savoir, devant chaque concours, en fait, quelle doit être l'attitude si on veut remporter le concours. Le micro n'est pas activé. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais compléter un peu ce que mon doyen vient de dire. On le dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, dans nos entreprises de presse, on a besoin de l'argent pour faire avancer les choses. Mais au-delà de l'argent, il faudrait quand même être reconnu entre guillemets dans son domaine. Si vous êtes dans un domaine donné, il faudrait se démarquer pour qu'on sache que vous êtes expert entre guillemets de ce que vous êtes en train de faire. Moi, personnellement, ce qui m'a motivé à postuler pour des prix, des concours, peut-être M. Didier ne le sait pas, mais quand j'ai démarré le journalisme, j'ai fait des recherches je faisais beaucoup de recherches sur comment il faut faire pour se démarquer, comment il faut faire pour avancer et tout. Et je suis tombée sur un document qui était très enrichissant et quelque part, il a écrit qu'il faut chasser aussi des prix de presse. Mais ça ne m'a pas dit grand-chose. Je l'ai lu comme ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête jusqu'au jour où je suis allée à Cotonou pour un atelier sur les changements climatiques où j'ai rencontré M. Didier qui venait de gagner fraîchement un prix. Et en discutant en marge de cet atelier-là, il m'a dit qu'il avait vu une fille qui était colauréate et elle était petite comme moi et elle était à son 7e ou 8e prix. C'est là où j'ai eu les déclics. Je me suis dit, mais s'il y a une petite fille comme moi
qui était à cette création 7e prix, pourquoi pas moi? Et là, j'ai décidé, puisque je faisais beaucoup de production sur le terrain et tout, j'ai décidé maintenant de postuler à des prix avec mes productions. C'est le lieu de le remercier. Et merci, Monsieur Didier. Et pour répondre à votre question, pour maximiser les chances, entre guillemets, de gagner à un concours, d'abord, ça dépend si vous êtes à la radio, ou à la presse écrite ou à la télévision. S'il s'agit de la presse écrite et de la presse en ligne, et lorsque vous voulez faire des productions, veillez à ce que ce soit des productions de terrain et qui ont des formats au moins de 1200 mots. Il faudrait quand même que l'article a un quantum donné. Si vous produisez un truc de quelques lignes d'une phrase, quel que soit l'intérêt du sujet, ça ne peut pas rapporter un prix. Donc, il faut aller au moins à 1200 mots. Voilà. Et il faudrait, comme on l'avait déjà dit, il faudrait choisir un sujet original avec un angle nouveau. Par exemple, quand on parle de quel sujet, par exemple? De l'érosion côtière toujours, il y a tout un tas d'angles qu'on peut choisir. Beaucoup de médias traitent ce sujet-là, mais il y a beaucoup d'angles. Peut-être moi, je vais m'intéresser aux différentes solutions locales qui sont développées pour endiguer le phénomène. Il y a une autre personne qui va s'intéresser juste à l'impact que ce phénomène-là va avoir sur les populations. Donc, à chaque fois, il faut demander si l'angle que vous allez choisir, est-ce que cet angle-là n'est pas déjà abordé par d'autres médias? Est-ce que c'est original? Donc, il faut toujours faire attention à cela. Et dans l'écriture, il faut avoir vraiment un bon style rédactionnel. Et il ne faut pas forcément utiliser de gros mots. On nous dit souvent que quand vous écrivez, il faut écrire pour un élève de CE2. Donc, il faut utiliser des mots simples, mais pas aussi des mots vulgaires, en fait. Il faut avoir un style bien entretenu. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous sommes dans la seconde phase où nous recevons les questions des participants et des participantes qui nous suivent. Nous avons une question d'un journaliste. Je vais l'adresser à Madame Akissi. La question est dit ceci, je la lis rapidement. Le temps des dépôts des candidatures peut-il influencer le jury au détriment de la qualité du produit ou l'inverse? La question, c'est de savoir si le temps des dépôts des candidatures peut-il influencer le jury? Influencer, pas vraiment, parce que déjà, quand on lance un concours, il y a l'échéance qui est donnée. Ouais. Donc, c'est dans une fourchette. On peut vous demander de déposer une production qui date d'il y a 1 an ou d'il y a 6 mois, ça dépend. Donc, à vous de voir si parmi vos productions, déjà, il y a quelques-unes d'abord qui conviennent avec les thématiques qui sont demandées, ensuite qui conviennent dans la fourchette de date donnée. Donc, je ne pense pas que... Je relis, la question n'était pas complète. Le journaliste a essayé de l'éclaircir un tout petit peu. Il dit ceci, soit a-t-on plus de chance en envoyant à temps la candidature ou bien c'est la pertinence des contenus qui facilite la sélection? Voilà la question. Ah, d'accord. OK. C'est pas une question de temps. C'est la pertinence. Bon. Mais c'est aussi une question de temps parce qu'il faut respecter le temps. Si on vous a dit les candidatures sont closes à minuit, que vous envoyez à 1h du matin, je ne pense pas qu'on prenne. Bon, ça va dépendre du jury. Hein. Sinon, c'est la pertinence. Parce que même si vous envoyez la veille de la clôture des candidatures, que votre travail est pertinent, qui retient l'attention des jurés, forcément, vous serez dans le lot des lauréats. Donc, il faut beaucoup miser sur le travail d'abord. Et puis, bon, après, voilà, respecter le temps donné. Moi, je me souviens pour le prix du Sénégal, c'est pratiquement la veille, parce qu'ils ont mis minuit. Je me souviens que c'est à 22h pratiquement que j'ai envoyé ma production. Je n'ai pas eu de retour jusqu'au matin, je n'ai pas eu de feedback.
Je me disais, ah, peut-être que c'est pas arrivé. J'ai même écrit, ah, je vous ai envoyé depuis 22 heures GMT. Ma production, est-ce que vous avez reçu? Et quelques jours après, on m'a dit, ah, on a reçu. Vous voyez un peu. Donc, j'avais un peu peur, peut-être, de rater le temps qui a été imparti. Mais bon, cela ne m'a pas empêché quand même d'avoir mon travail, voilà, retenu, quoi. Donc, la pertinence du sujet, la pertinence de la production, la structure de la production, comment est-ce que vous menez votre reportage, vous parlez en radio, est-ce que vous utilisez des mots courts, clairs, précis et concis, parce que nous, en radio, comme on l'a dit, on va droit au but, on ne tourne pas des tournures assez complexes et tout, on évite. Donc, est-ce que vous respectez tout cela? Et puis, ben voilà, souvent aussi, il y a chaque jury qui a ses critères propres, hein. On vous demande, est-ce que dans votre production, on a des données assez vivantes? Est-ce qu'on a des chiffres qui parlent et tout? Donc, si vous avez tout ça dans votre production, c'est clair que peut-être ça va retenir l'attention des jurys, pourquoi pas. Monsieur Madafim, il nous reste encore quelques minutes. S'il faut établir, par exemple, les 10 commandements, hein, pour réussir un concours en journalisme, vous lui serez quel conseil? En fait, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer Hélène pour son témoignage. C'est vrai, j'ai été sollicité pour des formations où j'ai reçu un certain nombre de collègues qui de temps en temps font ce témoignage. Ça me fait plaisir. C'est ainsi que j'ai reçu aussi Roland Aziaka, c'est ça, non? Elle qui est de TV Conscience, je crois. Et puis quand on s'est retrouvé à Conscience TV, quand on s'est retrouvé en Allemagne à la COP, je crois, 22, elle ne savait où se tenir parce qu'elle m'a dit, après les conseils que je leur ai prodigués, que ça lui a permis de prendre son envol. Donc, ça fait plaisir. Bon, quand tu parles de 10 commandements, la première chose à faire, c'est connaître d'abord le sujet. Parce qu'il y a des fois où vous tombez sur un sujet, quand le concours porte un thème, vous n'arrivez pas à appréhender tout le sens qu'il faut. Donc, il faut avoir une connaissance profonde du sujet, même si c'est un reportage personnel que vous voulez, enfin, une production personnelle, il faut que vous puissiez connaître parfaitement le sujet. Et puis, il faut avoir un bon plan, parce que si vous voulez faire un reportage, si le plan est bancal, vous ne pouvez pas réussir à faire un bon travail. Avoir un plan, choisir le genre journalistique, comme il l'a dit, ou bien Marc, le compte rendu, c'est assez plat. Mais trouver des genres journalistiques qui conviennent à chose, qui conviennent au concours. Et puis, avoir de bons réflexes une fois sur le terrain. Choisir déjà des experts ou des gens à qui vous devez faire des interviews. Choisir de bonnes personnes. Il ne faut pas s'arrêter à une ou deux. Il faut multiplier les interviews, diversifier les sources pour qu'au montage ou à chose, au moment où il faut faire le reportage, que vous puissiez avoir le plaisir d'avoir quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Mais une seule source, vous risquez de passer à côté. Donc, voilà, et avoir le flair journalistique, l'écriture journalistique. L'écriture journalistique est très importante. On n'est pas des écrivains. À la radio, moi, je peux faire une phrase sans verbe. Donc, savoir comment savoir utiliser les raccords entre une phrase et une autre, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que la structure ne soit pas une structure désossée et tout. Donc, voilà un peu, ça ne fait pas 10, mais bon, ça fait quand même de sacrés et quand même réflexes qu'il faut avoir. Il faut établir ici la liste des 10 commandements. Hein? Les autres vont compléter sûrement. Oui, bon, il faut aussi savoir raconter son histoire. Ouais. C'est en fait le nœud, l'élément essentiel d'une production pour un concours. Savoir raconter son histoire, être et avoir la voix radiophonique. En fait, c'est ça. Si vous êtes à la radio, si vous avez une voix de crapaud, et ceux qui écoutent
c'est souvent, c'est comme à la radio, si les gens vous écoutent et que vous n'avez pas une belle voix, la personne ferme sa radio, il s'en va. Donc, il faut avoir si c'est à la radio, il faut avoir une belle voix. Si c'est la presse écrite, avoir une belle écriture. Si c'est à la télé, il faut savoir bien se positionner et tout. Et puis, donner envie, surtout donner envie à ceux qui vous écoutent de la première phrase à la dernière phrase, de continuer pas à vous écouter. Moi, je suis une personne, vous m'excusez d'appeler le média sur RFI, Jean-Yves Kasga. Quand j'écoute son émission, je suis transformé. Donc, pouvoir faire en sorte que quand les gens vous écoutent, que les responsables ou ceux qui examinent les concours puissent avoir envie de vous écouter jusqu'au bout. Monsieur Madafi, je voudrais vous poser cette question de savoir, quand vous dites raconter l'histoire, est-ce qu'il faut centrer l'histoire sur l'humain? Ça veut dire que le reportage part de l'humain, tu termines par l'humain, tu n'es pas à raconter, par exemple, des histoires sur les forêts uniquement, mais mettre l'accent sur l'aspect humain, en fait, de l'histoire avec laquelle on poursuit. Oui, chaque production doit déboucher sur quelque chose, hein, sur l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'humain. Moi, je suis dans le domaine de l'environnement. Tout ce que je fais, c'est je mets l'humain en perspective. C'est-à-dire, quand je finis, je rappelle que pour que cette planète se porte mieux, il faut que il y a ça que j'ai fait pendant plus de 20 ans. L'humain doit compter, que ce soit au début ou à la fin. Merci beaucoup. Oui, alors. Merci, OK. Oui. Nous allons revenir à vous, M. Madafim. Il y a une question que je vais adresser à Mme Hélène. Elle vient d'être envoyée dans la boîte de discussion. Je voudrais savoir comment être informé des concours, puisque j'ai constaté personnellement que souvent, c'est comme des réseaux. Si tu n'es pas dans ces réseaux, tu ne peux être informé de ces concours. Et le plus souvent, c'est après les dates de clôture que tu apprends que les concours ont été lancés. Oui, Madame, je pense que vous avez compris un peu la question du confrère. J'ai compris un peu. Je pense que c'est une idée reçue. Et tous les prix que moi j'ai eu à gagner, ce sont des prix qui n'ont aucun rapport l'un après l'autre. Je précise que je suis très, très polyvalente. Donc, c'est des prix qui n'ont aucun rapport. Donc, je découvre sur Internet comme ça un appel à candidature par rapport à un prix et je postule. Je ne connais personne à l'avance. Heureusement pour la personne qui pose la question, aujourd'hui, on a le forum dans lequel on est en train de faire ce débat-là qui, je vois, publie généralement des appels à candidature. Donc, il faudrait guetter. Avant ce forum-là existait en anglais. Moi, je le connaissais, EasyNet anglais. J'allais sur ça. Je ne suis pas trop bien en anglais, mais je m'efforçais de traduire et tout pour voir à peu près ce qui est dit, ce qui est demandé. Si on demande les candidatures en français, je poursuis. Je vais dans Google, je peux taper prix, opportunité, journaliste 2022, si on est en 2022, etc. Et puis, il y a aussi le Facebook. On est amis avec nos confrères journalistes et tout. Des gens partagent des choses. Je dis, j'ai gagné des prix où ce sont des confrères togolais qui m'ont envoyé ça, mais eux-mêmes, ils n'ont pas postulé. Donc, cette affaire de réseau, je pense que c'est une idée reçue très erronée. Et voilà, il faut s'essayer, il faut chercher et fouiller chaque jour dans le forum. Vous allez voir un truc nouveau qui est posté et vous postulez, quoi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je peux placer un mot par rapport à ça, Kossi? Oui, bien sûr, allez-y. Bon, tu sais, c'est humain. Hein? Moi, j'aurais pu aimer que peu de gens participent à un concours, pour avoir plus de chance. Non, en fait, c'est juste pour rire. Non, il y a ceux qui avancent ça, ce sont des gens qui ne sont pas sur
les réseaux. Parce que tous les concours passent sur Facebook, sur tous les réseaux. Il n'y a pas de groupe dans lequel on envoie le concours. Le concours est souvent à la portée de tout le monde. Il suffit seulement de ne pas être dans ces groupes-là pour ne pas être informé. Et puis quand ça arrive, il y a des gens qui partagent ça. Moi, je reçois tous les jours la participation des concours. Ce que moi, je crains le plus souvent, c'est de compétir avec les anglophones parce qu'ils ont plus de chances, ils ont plus de capacité que nous. Au moment où on veut mettre on a peur de mettre le à la place de là. Eux, ils ont cette possibilité-là de gagner beaucoup plus facilement les concours avec et leur pragmatisme et tout ce qui va avec. Donc, c'est seulement ce qui m'effraie ça. Sinon, c'est participer au concours, c'est quand même un plaisir parce que ça vous permet, pendant que vous êtes en train de faire des recherches, de découvrir un certain nombre de choses que vous n'avez jamais connues, de tomber sur des citations ou un certain nombre de choses que vous n'aurez pas eu si vous n'avez pas participé à ce concours. Donc je crois que... Oui? Monsieur Madaf, on a aussi l'impression parfois qu'il y a plus de concours disponibles pour les confrères anglophones que francophones. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu à me frotter avec les anglophones. Moi, tous les concours auxquels j'ai participé, c'est des concours qui ont été organisés d'abord pour les anglophones et que les francophones ont fait le lobbying pour que ça soit étendu aux francophones. Vous ne pouvez pas... C'est pour ça que tout le monde on demande aux francophones de se mettre à l'anglais. Pour moi, à mon âge, je ne sais pas ce que je peux faire. Bon, moi, je n'ai plus d'avenir, je n'ai que des souvenirs. Donc, je me dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine aujourd'hui de commencer par apprendre l'anglais. Je préfère ma langue. Non, les francophones sont mieux dotés que nous en matière de... Il faut que, bon, c'est déjà bien que quand si vous utilisez, vous animez très bien ce forum. Je n'interviens pas régulièrement dessus, mais je te remercie parce que ça a permis de régler un certain nombre de problèmes. Parce que les journalistes francophones sont trop marginalisés par rapport aux anglophones. Madame Akissi. Je veux ajouter quelque chose. Ok, d'accord, oui. Merci. Je pense que vraiment, on va dire, on est un peu marginalisé, oui, parce que vous savez, l'anglais, c'est déjà la langue mondiale, comme le disent certains. Donc, voilà, c'est plus facile, en fait, d'avoir des prix et concours en anglais. Imaginez-vous qu'on vous demande, pour postuler à un prix, de traduire votre production en anglais. Bon, moi, j'ai fait ma production radio en français. Si je dois traduire en anglais, vous voyez ce que ça me demande. Les personnes qui sont intervenues dans mon reportage de 15 minutes, vous voyez, c'est vraiment fastidieux. Du coup, déjà, c'est l'occasion de dire merci donc, à Kossi qui tient donc, le forum et Ginette en français, qui ont bénéficié quand même de toutes les opportunités qui se présentent en français. Madame Akissi, il y a une question posée sur Facebook, la question de savoir comment arrivez-vous à vous en sortir avec l'anglais une fois de l'autre côté? Une fois de l'autre côté, bon, moi, ma petite astuce, c'est Google Traduction. Bon, c'est vrai que j'ai déjà le B.A.-BA en anglais, mais quand je vois que c'est un peu compliqué, Google Traduction, tranquillement, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle en anglais et que je n'arrive pas à saisir, je sais que dans l'écriture, voilà. J'essaie de taper Google Traduction anglaise, je m'habitue un peu à ça. C'est pas facile. Et moi, je leur tire toujours les oreilles. Je dis, ben, c'est vrai, on doit apprendre l'anglais, mais faites l'effort aussi de parler le français. C'est comme ça. Donc, on essaie de se chahuter, mais bon, c'est avec Google Traduction que j'essaie de communiquer à l'extérieur avec les personnes qui parlent l'anglais. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur les 10 commandements en griffe. C'est vrai que monsieur... Je dis son nom toujours. Monsieur Madafim. Monsieur Madafim, voilà. Je n'ai pas vu le visage, c'est pas grave, j'aurais voulu le voir, mais bon. Sur les 10 commandements, c'est quelques règles que moi, je me suis imposées au regard de la déontologie même du métier de journaliste.
je me suis imposé quelques règles sur lesquelles je me base en tenant compte de la déontologie pour réaliser des productions. D'abord, je sépare toujours l'effet des commentaires. Ça, c'est vraiment la première règle que je me suis appropriée parce que c'est pas facile du tout. Souvent, vous avez l'impression de raconter et puis il y a certains mots que vous mettez dans votre production qui a tendance à faire du commentaire. Vous voyez, donc, c'est ces quelques règles-là que j'essaie de me les approprier, diversifier les sources, équilibrer aussi l'information et puis prospérer aussi l'usage du conditionnel. Parce que, voilà, on a besoin d'être basé sur les faits, donc il faut rester sur les faits. Vous avez vu, oui, j'ai vu. Vous n'avez pas vu, non, j'ai pas vu. C'est pas, on espère que, ou bien, est-ce que, bon, peut-être, non, ça ne marche pas. Et puis, autre règle, ne pas être partisan quand même. Voilà, c'est ça. Même si le problème est assez alarmant, il faut toujours rester, voilà, impartial et faire éviter aussi de faire intervenir ses émotions. On est humain, c'est vrai. On peut peut-être, à travers ce qu'on écrit, activer ou encore susciter des émotions au niveau des auditeurs, mais pas que nous-mêmes, on le fasse savoir, nos émotions. Et puis, bon, ne pas aussi se laisser corrompre. Et ça aussi, ça fait partie des règles. Parce qu'on a beau faire, mais attention, si c'est une information qui doit être diffusée, éviter les pots de vin et tout dans ces quelques règles que moi, je me suis appropriée dans la production de mes contenus, reportages, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager à la suite de M. Madafini. Nous sommes à la fin de cette session. Peut-être Madame Doubidi aussi a quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on ne termine. Oui, si j'ai quelque chose à ajouter, je voudrais dire aux confrères, tout d'abord, d'aimer le terrain, d'être curieux, être social, parce qu'un travail de reportage, ça demande également d'être quelqu'un de social. Et vous pouvez aller sur le terrain et manger avec des gens juste pour sympathiser avec eux. Ça veut dire que vous allez manger dans les coins où vous ne mangez pas d'habitude. Il faut avoir une bonne approche et puis maîtriser les techniques rédactionnelles. C'est très, très, très important. Donc, si j'ai quelques conseils à donner aux confrères, c'est un peu ça. Ouais. Monsieur Madafini, nous n'allons pas terminer quand même sans vous laisser la parole. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les autres collègues. Mais une fois qu'on est journaliste, je crois que l'essentiel, c'est d'être, moi je dis souvent aux jeunes, d'être meilleur. Et pour être meilleur, il faut beaucoup travailler. Si vous ne travaillez pas beaucoup, vous risquez de finir votre carrière. J'ai vu des gens qui ont fini leur carrière sans aller à Lomé tout près là. Oh. Ils sont restés au Bénin. Lomé, c'est à peine, je crois, 100-150 km parce qu'ils n'ont pas valorisé leur métier. C'est pas bon. Donc, il faut beaucoup travailler. Il faut être curieux, comme l'a dit Hélène. Et puis, ne pas rester dans son cocon. Il y a des gens, moi souvent j'écris, j'ai des amis avec qui je suis resté à la rédaction, qui sont au Canada, qui sont au Burkina Faso. Moi, j'écris ici, je leur envoie un message, je dis, mais écoute, est-ce que tu es libre pour me lire ce papier-là? Et puis, je leur envoie ça, ils me retournent ça. C'est-à-dire qu'il faut être humble, être capable de dire à un stagiaire, bon, j'ai fini d'écrire cette production-là, est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux... Parce qu'il y a des fois où on n'est pas toujours intelligent. Donc, il faut que les jeunes puissent déjà commencer par aimer beaucoup le métier, parce que j'ai vu que beaucoup sont venus parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il faut aimer le métier. Nous l'avons aimé jusqu'au bout et puis on a eu quelques retombées. J'espère que ça va être comme ça pour tous les autres, ceux qui nous écoutent et tout. Mais il faut être fort, parce que c'est un métier difficile. Vous sortez de votre maison
le matin, vous ne savez même pas à quelle heure vous allez revenir. Vous mangez dans les gloglos et autres. Donc, il faut aimer et puis travailler. La production, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles. C'est la pratique, l'exercice qui vous permet d'avoir la main, d'avoir tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que je peux dire pour te remercier aussi encore pour tout le travail que tu fais. Merci beaucoup à vos chers confrères et chers consoeurs pour avoir participé à ce webinaire très riche et très intéressant, au cours duquel nous avions appris beaucoup de choses. C'est vrai que pour M. Madafim, qui est aujourd'hui consultant et formateur, il ne passe plus les concours, mais avec Hélène et Matt Akissi, il faut s'attendre à d'autres compétitions. Le palmarès sera très long. C'est une aventure qui va continuer. Et je ne peux que vous souhaiter tout le meilleur et aussi encourager ceux qui nous suivent, comme l'a dit l'aîné Madafim, d'aimer le métier, de valoriser son métier. Ce n'est pas un métier facile. Gagner une compétition journalistique n'est jamais facile. Ce n'est jamais gagné d'avance. Ce n'est pas parce qu'on a remporté 3 ou 4 compétitions qu'on va forcément remporter celle qui va suivre. C'est toujours un défi et il faut toujours améliorer au quotidien. Et aussi, l'astuce que moi, je vais peut-être aussi donner, c'est de beaucoup lire le travail des autres confrères, ce que font les autres. Lorsque vous participez, par exemple, à un concours où il y a eu des éditions précédentes, il faut lire un peu qu'est-ce que le lauréat de la session précédente a produit comme article, qu'est-ce qui a été, sur quoi il a misé. Essayez un peu, non pas de recopier exactement ce qu'il a fait, mais de prendre exemple sur son travail pour pouvoir avancer. Et aussi de ne pas se limiter seulement aux Français, comme l'a souligné aussi les confrères. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le journalisme anglophone. Vous pouvez aussi essayer un peu de lire ou de traduire avec Google Traduction qui est là et qui aide beaucoup à Kissi lors de ses voyages. Essayez de lire un peu, de voir un peu comment les autres écrivent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore membres du forum, de rejoindre le forum dans lequel nous partageons tous ensemble des bonnes pratiques, des conseils, des appels à candidature, puisque l'objectif, en fait, c'est de faire avancer le journalisme dans le monde francophone, de promouvoir un journalisme de qualité surtout, et aussi de partager entre nous des opportunités, de collaborer ensemble. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce forum et à poursuivre les conversations. Moi, je vous dis bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain où nous aurons un webinaire sur les erreurs que doivent éviter les journalistes généralistes qui couvrent la science. Quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous travaillez sur des thématiques comme le changement climatique, la pandémie du COVID-19, que ce soit les sujets de santé? Il y a des règles qu'il faut observer pour les journalistes scientifiques, des règles que ne connaissent pas forcément certains journalistes généralistes. Donc, nous allons en parler. Je vous donne rendez-vous. J'espère que beaucoup d'entre vous seront encore présents. Voilà. Bon après-midi. Au revoir encore une fois. Merci, Madame Doubidi. Merci, Akissi. Merci, Madame Phil. À la prochaine. Merci à toi. J'attends vivement que vous remportez un autre concours et on va parler uniquement de ce concours-là. Mais quand si tu mentais vivant là. Non. Non, je continue de produire, hein. Je continue d'écrire. Tu es toujours dans la compétition. Je suis d'accord avec vous. Je veux encore gagner des concours, hein. Bien sûr, d'accord. Oh, ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.